Recueil de photographies Tziganes et Gitans par Hans Sylvester et Jean-Paul Kléber. Des origines à la dispersion. Le mythe arien de la pureté d'une race, qui fut le dada obsessionnel de Hitler et fit le mal que l'on sait, prenait sa source dans une jalousie profonde manifestée par le dictateur et ses compères envers une race, celle des Juifs qui savaient depuis un nombre impressionnant de siècles et contre vents et marées conserver l'authenticité, la spécificité de leur groupe ethnique et, plutôt que celle de leur langue, la pureté de leur sang. L'antisémitisme hitlérien aurait donc recouvert une certaine admiration inconsciente envers ceux qui avaient depuis longtemps réussi ce qu'il prônait désormais. Se prévaloir de faire partie exclusive d'une certaine catégorie d'individus, liés les uns aux autres, dans l'espace et le temps, par des relations extrêmement codifiées et quelque peu intolérantes. Mais ce que les Juifs avaient réussi naturellement, les nazis en étaient incapables, n'ayant à la disposition de leur projet d'autre ciment qu'une volonté paranoïaque de domination du monde. Et Hitler se vengea par avance de l'échec fatal de son système en massacrant les Juifs. De la même façon, il tenta d'exterminer les Tziganes, qui, eux aussi, avaient le tort, ou le mérite, de se maintenir en tant que groupe ethnique, parfaitement pur, ou relativement pur, et de se refuser à toute intégration et à tout mélange exogamique. Si les Tziganes ne sont jamais considérés comme le peuple élu, au sens où l'entendent les Juifs, et ne font pas partie d'une révélation extra-humaine, les confirmant dans cet état d'élection, ils n'en ont pas moins depuis plus de 1000 ans conservé jalousement leur autonomie ethnique, préservant, sur le territoire des autres, leur système de pensée, leur langue, leurs mœurs et coutumes, et plus particulièrement, leur refus de mélanger leur sang à celui des non-Tziganes. Au contraire des Juifs qui, privés d'abord de patrie et de nation, se sont parfaitement intégrés au monde étranger et ont su, au cours de leur diaspora, s'adapter remarquablement aux conditions de vie des autres. Les Tziganes, tout au long de leur voyage interminable qui les a menés jadis des confins de l'Inde et du Pakistan au rivage extrême de l'Occident, ont réussi à survivre sans se mêler aux populations autochtones des pays traversés et sans même consentir à être employés par celles-ci, préférant subsister à partir de leurs propres ressources, subissant d'innombrables brimades, encourant souvent l'esclavage ou la déportation jusqu'à être massacrés ici et là comme de vulgaires bestiaux malades. Ils sont toujours accusés des pires méfaits. Ainsi pourrait-on dire que la méfiance, sinon la haine raciste qui anime encore l'esprit de l'homme à l'égard des Tziganes reflète elle aussi une jalousie rongeuse vis-à-vis de ces individus qui ont réussi à conserver intact ou presque un mode de vie ayant pour premier souci la liberté de pensée et d'action. En fait, ce n'est pas simple. Et plutôt que de mode de vie, il faudrait parler de mode de survie. Les Tziganes n'ont pas choisi d'abord de se considérer comme peuple et loup ou comme race pure. Les rivalités et les intolérances d'une société mise en place, en l'occurrence la société indienne médiévale, qui, par le cloisonnement autoritaire des castes, les a rejetés hors d'elle, leur ont imposé une situation de paria, leur interdisant même qu'aux hors castes une vie communautaire de village, l'accès aux puits, les relations endogamiques, les obligeant à rôder autour des feux, tels des loups, et à se nourrir de déchets, et à survivre en acceptant les tâches et les besognes que les lois des Manous considéraient comme dégradantes, malaisantes et maudites. Loi des Manous, ouvrage législatif indien en 19 volumes qui définit les lois et préceptes régissant la société brahmique. Ainsi, vit-on les Tziganes assurer dès leur préhistoire les fonctions de forgeron et de chaudronnier, les travaux du feu et du métal étant considérés comme relevant de la magie et enseignés par les démons, des jongleurs, des battleurs, des dresseurs d'animaux, chanteurs, musiciens et devineresses. À ce titre, les comédiens furent aussi, plus tard, excommuniés. Mais peut-on parler vraiment de la pureté de l'ethnie tzigane ? Le terme tzigane lui-même n'existe pas dans la langue originelle de ce peuple. Il semble dériver d'un mot grec, astikanos, employé au Moyen Âge
et forme popularisée d'Atikanoi, terme désignant une secte byzantine assez étrange qui faisait l'écart. Atikanos veut en effet dire intouchable, c'est-à-dire que les membres de cette secte étaient non seulement intouchables par les étrangers, mais intouchés eux-mêmes, refusant absolument tout contact, impurs avec d'autres gens que ceux de leur groupe. Ainsi, les tziganes, l'intouchabilité jouant dans les deux sens, mis au banc de la société, ils refusent eux-mêmes de s'y intégrer. Ceux que nous désignons sous le terme générique de tziganes se divisent eux-mêmes en 3 groupes principaux et différents, subdivisés en sous-groupes et ne se mêlant pas les uns aux autres. Ce sont les Roms, les Manouches et les Gitans, pour employer la graphie française. Roms, que l'on retrouve sous les formes l'homme en Amérique et d'homme au Proche-Orient, désigne le groupe principal, le plus important et peut-être la souche originelle de tous les tziganes, le mot qui signifie homme, avec un petit h, dans la langue tzigane, elle-même appelée le romani, vient du sanskrit, dom-a, qui désigne une tribu nomade. Manouche est un mot indien, manus, en sanskrit, qui désigne l'homme en général, l'homme véritable, par opposition aux autres hommes qui ne méritent pas ce nom. Les Manouches, également connus sous le nom de Sinti, forment actuellement le 2e groupe tzigane par importance. Le terme de gitan recouvre le 3e groupe, celui des gitanos, ou calés, comme ils se nomment eux-mêmes, qui diffèrent assez sensiblement des 2 autres. En France, les Roms sont souvent qualifiés de Hongrois par les autres tziganes, bien qu'ils n'aient pas toujours vécu en Hongrie. La plupart d'entre eux, au contraire, ont essaimé en Roumanie, en Russie jusqu'en Sibérie. Ce sont peut-être les plus authentiques des tziganes, entendez ceux qui ont su le mieux conserver intactes les mœurs et les coutumes ancestrales, car ils sont les derniers arrivés en Occident. Ils étaient surtout chaudronniers, étameurs, maquignons. Nombre d'entre eux sont sédentaires depuis longtemps et ont préféré à la roulotte traditionnelle le logement en dur qui ont fait ressembler bien vite, grâce à l'amoncellement des tapis et des coussins, à l'intérieur de la tente de leurs aïeux. Mais tous restent de grands voyageurs et n'hésitez pas à entreprendre de longs périples pour se rendre à un pèlerinage, à une fête ou à une cérémonie familiale. Parmi ces Roms, on distingue les Calderaches, qui forment l'aristocratie tzigane. Le mot désigne le chaudronnier. Caldera veut dire chaudière en roumain. Un métier qu'ils ont souvent exercé avec une clientèle régulière et assurée. Environ 2000 en France. Ils habitaient aux abords de Paris, Montreuil, de Lyon et de Marseille. Ce sont eux aussi qui forment le plus gros de la population tzigane des États-Unis. L'écrivain Matteo Maximoff appartenait au groupe des Calderaches de Montreuil. Les Lovari sont les véritables tziganes hongrois. La Hongrie a joué dans l'histoire de la dispersion tzigane le rôle d'une plaque tournante. Parmi les nombreux tziganes qui y séjournaient, les Lovari, jadis maquignons, s'occupent de leurs voitures d'occasion et de commerce ambulant. Les Tchourari tirent, eux, leur nom du roumain tchour, tamis, crible. Ils fabriquent en effet des ustensiles qu'ils devinrent par la force des choses rétameurs et marchands de voitures. Les Tchouari vivent à l'écart des autres Roms et voyagent moins que les Calderaches et les Lovari. Les Boaches, enfin, sont traditionnellement les dresseurs et les montreurs d'animaux, ours, chèvres, singes. Vivant en Roumanie, ils sont également connus sous le nom de oursari. On n'en voit plus du tout voyager en France. Les tziganes du 2e groupe, les Manouches, viennent d'Allemagne, où ils sont encore nombreux malgré le massacre nazi et portent les noms à consonance germanique. Ziegler, Reichgart, Dauer. La plupart du temps, ils sont forains. Ils se déplacent en caravane, quelquefois luxueuse, excellents musiciens. Ce sont eux qui accompagnent de leur violon les fêtes religieuses et familiales.
On distingue plusieurs sous-groupes chez les Manouches allemands, alsaciens, français et piémontais. Comme les Roms, les Manouches parlent romani, mais un romani très imprégné de mots allemands. Les Gitans, enfin, vivent en France et dans le sud de la France. Diffèrent singulièrement des autres Tziganes, différence qui s'applique par un autre itinéraire de dispersion. Ils sont en effet passés par le sud de la Méditerranée, Égypte, Afrique du Nord. Ce qui a longtemps privé de tout contact avec les Roms et les Sinti, les Gitans se distinguent eux-mêmes en andalou et en catalan. Nous en rappellerons à propos de l'Espagne. Hors de ces groupes tziganes authentiques, il faut cibler les Yéniches ou Barengre, qui ne sont en aucun cas des tziganes, mais qui vivent à leur manière et sont souvent confondus avec eux. Ces groupes nomades européens ont choisi, ou dû choisir ce mode de vie à la suite de guerres et d'invasions. Grands et blonds, ils parlent un dialecte dérivé de l'allemand, parfois appelé belge. Ils sont en effet nombreux dans le nord de l'Europe, souvent forains, rémouleurs, vanniers, rempailleurs de chaises et marchands de paniers. Ils furent en France les derniers nomades à utiliser les vieilles roulottes hippomobiles. Leur genre de vie, qui les a fait assimiler aux tziganes, leur vaut les mêmes déboires. Les Tinkers des îles britanniques ne sont pas non plus des tziganes. On ne connaît pas leurs origines. Ils parlent le kant et vivent en nomades. Si Roms et Sinti ont d'assez bons rapports entre eux, au point de se considérer comme cousins, ils n'ont que mépris et ignorance pour les gitans. Et ceci leur rend bien. Le fier gitan andalou ne veut point être confondu avec ses montreurs de singes, et le moins fier manouche ne fréquentera pas la table d'un gratteur de guitare qui se donne en spectacle. Cependant, à l'occasion des grands rassemblements tziganes, tels ceux de Sainte-Marie-de-la-Mer, tous les tziganes sont frères de sang et unis contre les étrangers. Tout oppose leur qualité d'hommes vrais à celle des non-tziganes qu'ils désignent souvent sous le nom méprisant de gadgets, c'est-à-dire paysans, cutéreux. On voit bien ici l'opposition tenace entre nomades et sédentaires, entre les gens du voyage et les cultivateurs, entre ceux qui ont choisi une fois pour toutes la voie royale de la chasse et de l'exploitation, et ceux qui ont préféré l'assurance du potager et du commerce. Toute l'originalité des tziganes est déjà dans cette démarche. Mieux vaut pour eux la liberté difficile que le confort contraignant. Mais une fois encore, rien ne prouve qu'au début, ce choix ne fut pas imposé par la société, ou plus ou moins stable, à laquelle les premiers tziganes étaient confrontés. Si l'on sait très peu de choses sur l'histoire des tziganes aux Indes avant l'an 1000, on ne doute pas plus qu'aujourd'hui que c'était de là qu'ils partent pour essaimer à travers le monde. Sans doute étaient-ils las des vexations et des exactions des sédentaires organisés selon le système étouffant de castes. Plus probablement furent-ils chassés, entre l'an 11 et l'an 13, entre le 11e et le 13e siècle par les invasions d'autres nomades venus du nord et plus guerriers, plus agressifs qu'eux-mêmes. Les tziganologues s'accordent à voir dans le Sindh, aujourd'hui province méridionale du Pakistan occidental, le berceau de leur ethnie. Le terme Sinti qui caractérise les Manouches semble concorder avec cette hypothèse. De nombreuses tribus nomades du Baluchistan ressemblent par ailleurs aux tziganes les plus primitifs entre guillemets. Ces nomades, n'ayant pas d'écriture et n'utilisant qu'une tradition orale, il faut avoir recours aux textes des autres pour deviner leur présence dans l'histoire des migrations. Mais dans ces sources, le terme employé pour désigner sont souvent erronés. Seule la langue employée par les tziganes eux-mêmes, le romani, peut permettre d'imaginer non seulement l'origine indienne de ce peuple, mais les premiers itinéraires de sa dispersion. Celle-ci fut suffisamment lente, près d'un millénaire, pour atteindre les rives américaines, pour que ce soit greffé sur le romani de nombreuses vocales étrangères. Par la confrontation de ces emprunts, on a pu suivre peu à peu le grand voyage des rives de l'Indus jusqu'à l'Occident,
À partir du romani de base, qui se rattache au groupe linguistique du sanskrit, dont il convient les racines et les structures grammaticales des tziganes, ont forgé peu à peu le dialecte originaux, en greffant sur le vocabulaire originel des mots empruntés aux langues et aux argots des pays traversés. Ainsi, les Roms utilisent le dialecte vlax, de Valk. L'introduction récente en Europe, et par là même les mieux conservés, nés d'un rameau commun d'origine roumaine, ces dialectes comprenant les termes slaves des Calderaches et des Tchourari, ou Magyars chez les Lovari. Les Manouches parlent le Shinto, couramment employé dans les pays de langue allemande, ainsi qu'en France et en Italie. Les variantes sont le Shinto allemand, le Shinto alsacien, le Manouche proprement dit et le Shinto piémontais. Ce dernier est utilisé par les tziganes d'Italie ou d'origine piémontaise comme les Buglione. La plupart des Manouches qui voyagent en France parlent le dialecte manouche. Et l'importance du Shinto alsacien vient du fait que ces tziganes ont longtemps résidé dans les régions de l'Alsace et du Palatinat qu'ils ont quitté après la guerre en 1870. Quant aux Gitans, ils parlent un dialecte nommé par eux-mêmes le Kalo. Aujourd'hui disparu. D'autres dialectes tziganes ont pratiquement disparu, comme le romani turc ou serbe. Bien que rattaché étroitement au sanskrit, le romani ne serait sans doute plus compris d'un lettré de l'Inde occidentale. La langue maternelle des tziganes s'est considérablement modifiée au cours de la dispersion. Les règles grammaticales en particulier ont été soumises à de rudes métamorphoses. Le Kalo des Gitans, par exemple, les a complètement abandonnées au profit de celles du castillan, ne convenant que les racines romani. Des Manouches et des Roms ont été plus conservateurs, comme les autres domaines d'ailleurs. Bien qu'ils ne sachent rien, la plupart ont gardé les structures grammaticales originelles, complexes mais pratiques. Déclinaison comprenant 8 cas avec possibilité de multiplication des formes génitives qui permet de suggérer immédiatement l'origine et la matière, la provenance et la nature de tels termes. En revanche, le vocabulaire romani est relativement pauvre, surtout en ce qui concerne la description du monde, faune et flore. Bien que plus proche de la nature, la majorité des sédentaires, les tziganes ne semblent pas avoir besoin d'en recenser les richesses. À l'inverse, les mots liés à leur système d'organisation tribale, familiale et judiciaire sont très nombreux et multiples. Grâce à l'étude de leur dialecte, nous pouvons désormais affirmer, avec une marge d'erreur convenable, que les 3 groupes tziganes, après avoir quitté le Pakistan actuel, se sont dirigés vers l'ouest, dans le sens habituel ou presque de toutes les migrations, c'est-à-dire face au soleil et suivant sa course. À travers les immensités de la Perse et du Lorestan, refluant vers le nord. Arménie, où ils portent le nom de l'homme, Azerbaïdjan, où on les appelle les Karakis, ou gagnant la Turquie, où le terme Tchinganier les désigne. Ainsi pense-t-on que ceux que l'on nomme gitans ont bifurqué vers le sud pour suivre la rive sud de la Méditerranée, puis par l'Égypte, l'Afrique du Nord, rejoindre l'Espagne et retrouver là, semble-t-il par hasard, les groupes venus de l'Europe centrale. Le séjour en Égypte a marqué le dessein des Gitans, puisque leur nom paraît être l'abréviation des Gitanos. Au contraire des Gitans, les 2 autres groupes, Roms et Manouches, préfèrent aborder l'Europe par la Corne d'Or, se dispersent à travers l'ancien empire ottoman. Ils se répandent dans toute l'Europe, de la Scandinavie aux îles britanniques jusqu'en Europe, où, en 1447, à Barcelone, ils découvrirent, peut-être avec stupeur, leurs anciens frères gitans. Les dates connues sont celles que l'on retrouve éparses dans les récits des voyageurs. Les plus anciennes chroniques faisant mention de l'arrivée des compagnies de Bohémiens, conduits par les ducs de la Petite Égypte, que l'on prit d'abord pour des voleurs et des malandrins. Ces dates ne prouvent aucunement que les tziganes n'étaient pas parvenus en ces lieux beaucoup plus tôt, mais il faut s'en tenir à elles. Quittant le Sindh vers l'année 1000 et en 1200, ils se sont donc dirigés vers l'ouest,
Plutôt que de citer les pays traversés, dont les noms et les frontières ont bien changé depuis, il vaut mieux évoquer les grandes villes au large desquelles les tziganes ont passé et campé. Kerman, Chiraz, Ispan, Bagdad, Tabriz, Tiflis, Tbilissi, Angora, pour gagner Constantinople à Istanbul, alors que leurs frères futurs gitans descendirent vers Alep, Damas, le Caire. Cette migration au palan des caravanes et surtout, compte tenu des haltes nécessitées par le ravitaillement en pays étrangers, prend du temps. Beaucoup de temps. Ce n'est qu'au début du XIVe siècle que les textes font mention des tziganes en Europe occidentale. En 1322, ils étaient troglodytes en Crète. En 1346, à Corfou, formant là une communauté de chaudronniers et de forgerons organisée en baronnie indépendante qui résista jusqu'au XIXe siècle. En 1348, ils apparurent en Serbie comme maréchaux ferrants et bourreliers, sous le nom de Singarfe. En 1378, les Tsigans étaient signalés fort nombreux à Zagreb. Ils s'installèrent à la même époque dans le Péloponnèse au pied du mont Gype. Dès 1370, ils furent traités en esclaves en Valachie et le restèrent jusqu'au XIXe siècle. Les dernières années du XIXe siècle les virent en Hongrie où ils stabilisèrent longtemps. Le début du XVe siècle, connu comme recrudescence brusque de la dispersion, du moins les textes soudains abondent en mention les concernant. À partir des territoires de la Moldavie et de la Hongrie, ils gagnèrent en quelques années toute l'Europe et couvrirent l'Allemagne jusqu'à la mer. Certains groupes montèrent vers le nord et atteignirent enfin la Scandinavie. Dans le même temps, d'autres troupes émigrèrent vers l'est et pénétrèrent en Russie, où ils firent souche fort abondant. Pour l'or, disent les chroniques, ils ressemblaient à des Tartares. L'Europe n'était pas prête à oublier les invasions. Ils sont décrits comme noirs de peau, marchant en longues caravanes, les uns à pied, les autres à cheval, tirant de lourds chariots couverts de bagages, d'enfants, d'animaux dressés. Les tziganes se présentaient comme pacifiques et bons chrétiens. Mais on les voyait arriver avec crainte et repartir avec soulagement. Toutes les légendes de mauvais œil et de voleurs d'enfants eurent vite fait de s'établir sur leur passage. Sans doute l'Europe était-elle familiarisée avec des troupes errantes, des vagabonds, de soldats débauchés, de pèlerins vrais ou faux, de mendiants organisés. La charité publique ou privée ordonnait qu'on les laissât passer et qu'on les munit même de sauf-conduits. Les tziganes en profitèrent, mais certains pays les renièrent comme esclaves ou les condamnèrent comme sorciers. En 1419, ils se présentèrent aux portes de Sisteron, en Provence. Le journal d'un bourgeois de Paris, chronique anonyme, mais d'une entière crédibilité, mentionne leur arrivée dans la capitale française en 1427. Les hommes étaient très noirs et leurs cheveux crépus. Les femmes étaient les plus laides et les plus noiraudes qu'on pût voir. Toutes avaient des plaies au visage, tatouages pour l'interrogation, et le cheveu noir comme la queue d'un cheval. Elles étaient vêtues d'une vieille faucet, étoffe grossière, attachée sur l'épaule et d'un gros lien de corde sous les draps ou de drap. Leur seul linge était un vieux roquet, une blouse ou une vieille chemise. Bref, c'étaient les plus pauvres créatures que, de mémoire d'homme, on n'eût jamais vues venir en France. Malgré leur pauvreté, il y avait dans leur compagnie des sorcières qui, regardant les mains des gens, dévoilaient le passé et le présent, l'avenir. Mais le pire était que pendant leur discours, par la magie, par le diable ou par adresse, elles vidaient dans leur bourse celle des auditeurs. Quelques années plus tard, en 1447, les tziganes parvinrent à Barcelone, rejoignant sans doute leurs frères gitans, venus très probablement, comme nous le verrons, du sud de la péninsule,
Pour la première fois, dans l'histoire de leur dispersion, si on omet le passage à la Corne d'Or, ils s'embarquèrent alors sur la mer. Ils atteignirent l'Angleterre en 1430 et l'Écosse en 1492. Mais l'ère émérique découvert cette année-là n'était pas encore à leur portée.